Salut. Bonjour. Hello, hello. Vous m'entendez? Vous me voyez? Nickel, on t'entend, on te voit, c'est parfait. Eclosiance, nous, on est vraiment sur la dynamique du changement de vie Ouais. et, et on est très porté justement sur l'éclosion pour le coup et le fameux pas qu'on fait dans sa vie, le moment où on va manifester le changement qui est souvent un pas très difficile. Il y a plein de gens qui conceptualisent un changement, qui ont le désir de peut-être le faire, mais qui finalement vont jamais réussir à acter. Et nous, on se focalise beaucoup sur ce premier pas, enclencher quelque chose, tu vois, la graine qui va commencer à germer. Une fois qu'elle a commencé à germer, tu sais que normalement, ça va bien se passer, elle va continuer de pousser. Ce premier, c'est le fameux pas dans le vide où tu sais pas où tu vas, mais tu le fais quand même. Et puis derrière, les choses se déploient de manière presque magique. C'est vrai Écoute, que nous, chez Eclosions, pour le coup, on a beaucoup de personnes qui sont juste avant, juste au moment où elles sentent l'élan de se dire j'ai envie de le faire, et en même temps, Au il y a bord de la encore toutes falaise. les peurs, ouais, c'est ça. Toutes les Mm. peurs, tous les trucs liés aussi au regard de la famille, au regard des autres, comment je veux être intégrée ou pas intégrée dans la société. Et du coup, je trouve ça hyper inspirant d'avoir quelqu'un qui l'a fait, qui puisse en parler et qui puisse dire, bah voilà, je l'ai fait et voilà comment ça s'est déroulé et comment ça s'est passé à l'intérieur de moi. Et souvent, on a cette tendance aussi à montrer que finalement, c'est simple, c'est naturel, c'est facile, alors qu'en fait, bah, j'imagine que pour toi, comme pour tout le monde, il y a eu des peurs, il y a eu des moments de doute. Et ça, on ne veut pas le mettre en déni non plus chez Eclosion. On a vraiment envie que les gens puissent toucher du doigt que, bah oui, on a peur, mais on y va quand même et c'est OK d'avoir peur. Ouais. Peut-être nommer le fait que des fois, on fait le premier pas et ça repart un peu en arrière. Enfin, c'est vrai que tout le processus, souvent, quand les gens se racontent sur leur changement, on a l'impression que c'est magique. Ça peut presque être anxiogène d'ailleurs pour les gens de se dire, mais il l'a fait, mais moi, j'y arriverai pas. Donc, de pouvoir aussi nommer tout ce qui est difficile, les petits retours en arrière, les doutes, ça nous intéresse ouais, aussi. donc du Ouais. coup, est-ce que tu pourrais nous resituer un peu le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce que tu étais avant ton changement? Et est-ce que ce changement, il a commencé à se produire loin dans ton passé? Ou est-ce que tu as senti une transition et des choses qui se sont mises en place qui t'ont amené à une rupture assez brutale au final? Alors, du coup, pour replacer le contexte, je vis avec ma fille de 11 ans et donc je suis toute seule avec elle depuis qu'elle est bébé. Donc, en fait, après sa naissance, après la séparation avec son père, je me suis mis un peu dans un mode pilotage automatique et un mode survie où, pour moi, l'essentiel, c'était de nous trouver une situation, c'était de sortir de mes galères financières, c'était de nous mettre un toit sur la tête. Donc, j'ai repris des études à ce moment-là et je suis devenue directrice d'une structure pour enfants parce que j'adorais travailler avec les enfants. Mais j'étais vraiment en mode, je voulais aller dans la fonction publique et j'ai passé les concours pour me faire titulariser parce que pour moi, c'était le Saint Graal de la sécurité et que vu ma situation, il fallait que j'aie cette sécurité. Donc, j'ai fait tout ce processus pour me sécuriser et donc je suis arrivée dans ce métier avec beaucoup d'entrain au début parce que j'avais plein d'idéaux pour les enfants, j'avais envie de mettre plein de choses en place. Et puis très vite, le soufflet est redescendu parce que entre mes idéaux et ce que j'avais envie de mettre en place et entre la réalité du terrain, qui était que je travaillais pour des politiques et que tout était beau parce que je suis arrivée dans une année d'élection et puis que l'année d'après, on m'a retiré tous mes moyens et toute ma motivation. Et ben très vite, c'est redescendu et je me suis retrouvée un peu dans la spirale du métro boulot dodo, à avoir un quotidien où je passais ma vie à courir, où je voyais très peu ma fille, où je me levais à 5 heures du matin, où vraiment c'était très difficile. Et je suis rentrée un peu dans cet engrenage avec d'un côté, bah, j'ai la sécurité, j'ai un salaire qu'à l'époque j'estimais plutôt convenable par rapport à ce que j'avais connu avant. Mais en même temps, je suis en train de perdre la passion de mon métier, je suis en train de perdre l'envie. Au travail, j'avais des histoires de harcèlement et ça devenait compliqué. Et du coup, je commençais vraiment à me lever avec la boule au ventre et avec cette fatigue qui s'accumulait. Et Donc, j'avais entrepris... Pardon. petite question, Jenny, juste, du coup, tu as fait une transition, c'était une première transition de vie, ce que tu as fait? Tu faisais quoi Oui, avant c'était...
Alors, j'ai fait plein de choses parce que D'accord. je me suis cherchée pendant des années et que j'étais attirée par plein de choses. Donc, j'avais quand même déjà travaillé avec les enfants dans l'animation en tant qu'animatrice à l'époque. J'ai travaillé dans l'événementiel. J'avais commencé des formations de décoratrice d'intérieur. Enfin, j'allais un peu partout. Je butinais un peu partout. Et juste avant ça, je travaillais pour le mariage, robe de mariée, wedding planner, etc. Donc, tu étais J'avais arrêté. plutôt à ton compte, alors, sur cette... Pas à mon compte, non, pas à mon compte. J'ai tout arrêté quand je suis tombée enceinte. J'ai D'accord. repris un petit peu quand ma fille était bébé. Et puis, au bout de 6 mois, quand je me suis séparée de son père, je me suis dit, bon, là, il faut arrêter de butiner un boulot à droite à gauche. Tu es toujours en train de changer d'avis. Fixe-toi quelque part. Trouve un métier sur lequel tu arrives à rester dans la durée. Parce que moi, c'était très difficile pour moi de choisir une voie et de me dire, ça y est, je me mets les menottes et je ne bouge plus, quoi. Donc là, j'ai entrepris de faire une formation pour vraiment me fixer quelque part et du coup, avoir cette sécurité. Ouais, Donc, donc cette stabilité, tu l'as vraiment cherchée dans le fait de se retrouver seule et de sentir ouais, qu'il fallait gérer, quoi. Donc là, exactement. le centre de motivation, ça aurait été la sécurité en premier, à ce La moment-là. sécurité. La D'accord. sécurité parce qu'en plus, je me suis retrouvée avec des gros découverts. Enfin, j'avais des difficultés financières qui, forcément procurent un stress au quotidien. Donc là, mon objectif, c'était sécurité financière, avant tout, quoi. Ce qui est intéressant, moi, je voudrais juste focaliser sur quelque chose dans ce que tu racontes à ce moment-là de ta vie. On voit que ta sécurité, tu l'as assurée sur des principes extérieurs, quoi, en fait. Donc, par exemple, l'argent à la banque, être dans un travail où tu as un salaire fixe, où tu es dans la fonction publique, en plus, quelque chose qui est vraiment stable, qui est reconnu socialement. Ouais, Mais il y a une sécurité qui est projetée sur l'extérieur. Nous, on insiste beaucoup sur ce détail dans Eclosiance. Et le problème, c'est que quand elle est projetée sur l'extérieur, s'il y a un élément qui ne va plus, bah, tout s'écroule comme un château de cartes, quoi. Donc, ouais, c'est ouais, intéressant de exactement. voir que là, tu avais quelque part projeté ça comme ça. Et j'imagine qu'après, tu as fait tout un chemin pour peut-être changer de paradigme sur comment tu assures ta sécurité. Oui. Oui, parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas le temps de m'arrêter sur tout ce qui se jouait à l'intérieur de moi. Surtout que j'avais vécu quand même des gros traumas avec de la violence, avec mon ex-compagnon, etc. J'ai tout mis dans des tiroirs, j'ai fermé à clé parce que là, je me suis dit, il faut assurer, ma fille, tu es toute seule avec un bébé, tu n'as pas le temps de te pencher là-dessus. Donc, c'était vraiment un mode, comme je disais tout à l'heure, pilotage automatique, quoi, où je ne prenais pas le temps du tout d'être dans l'introspection, de réfléchir vraiment à ce que je voulais. Je me fixais des objectifs comme ça, très projetés sur l'extérieur, en effet, et qui pour moi étaient la sécurité, quoi. Ma fille ne doit pas être dans le besoin, donc voilà, Tu étais en plein Oui, dans ce que la société nous renvoie, hein, parce que de toute façon, la société nous dit la sécurité, c'est le travail, la fonction publique, comme tu dis, c'est le Saint Graal. Donc voilà, exactement. c'était collé à des idéaux extérieurs qui te disaient ben, la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est ça. Donc, tu y allais, quoi, évidemment. Exactement. ouais, puis En plus, tu vivais en région parisienne pour rajouter de la J'étais complexité. pas très loin. Je travaillais sur Ouais, Paris c'était et des j'étais heures pas et loin. des heures de trajet, quoi. Ouais, c'était 3 heures minimum par jour de trajet. Ouais. Et donc, le château de cartes a commencé à s'effondrer. Et le château de cartes a commencé à s'effondrer parce que ça devenait très compliqué, les relations. Il y avait du harcèlement sexuel au travail, donc pour rajouter encore une couche. Donc au final, je n'en pouvais plus, mais ma première démarche, ça a été de chercher un travail dans mon secteur, mais plus proche de chez moi, pour arrêter de courir avec ma fille, parce que tous les soirs, c'était le stress. Est-ce que je vais réussir à la récupérer à temps au périscolaire? Parce que si mon train a du retard, c'est fichu. Enfin, tous les jours, il y avait vraiment toute cette angoisse. Dès que je partais d'une réunion à l'heure, j'avais des réflexions, etc. Alors que je partais à l'heure, mais c'était mal vu. Enfin voilà, il y avait une pression pas possible. Du coup, ma première idée, c'était de me rapprocher de chez moi. Et puis, j'ai commencé à me dire, mais en fait, Jen, tu as perdu le goût de ce métier. En fait, tu ne peux pas faire ce que tu veux clairement avec les enfants, il faut se le dire. Donc, pourquoi tu ne ferais pas autre chose? Et moi, ce qui m'attirait beaucoup à l'époque, c'était tout ce qui était autour de la naturopathie. Se soigner au naturel. Ça faisait des années que de mon côté, je me renseignais là-dessus. Et je sais que je voulais toujours faire un métier vers les autres. Donc là, à l'époque, c'était vers les enfants. J'avais besoin de ce contact avec les autres, j'avais besoin d'aider les autres. J'avais besoin de me sentir aussi utile à travers mon activité, je pense. Et donc, au début, ça a été naturopathie. Et en fait, de fil en aiguille, la naturopathie, j'ai rencontré des personnes, j'ai lu des choses, j'ai fait des espèces de mini-formations. Et ça m'a ramenée vers la lithothérapie,
qui est un outil que certains naturopathes utilisent. Et moi, j'avais un véritable amour des pierres quand j'étais plus jeune, que j'avais complètement mis de côté. Et en fait, ça m'a reconnectée avec ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui étaient dans le Reiki, dans les soins énergétiques. En même temps, je continuais mon travail. Et en fait, ça a été des rencontres, des synchronicités où je me suis dit, mais en fait, j'ai envie, à l'époque, de me faire initier au Reiki, de renouer avec la lithothérapie et peut-être d'en faire quelque chose. Et, euh, et là, la vie est venue m'envoyer plein de petites validations parce que, par exemple, dans mon travail, je mangeais souvent avec un collègue que je connaissais depuis 6 ans et on n'avait jamais des conversations qui étaient autour de ça. Mais alors, c'était très, très loin de nos préoccupations, en tout cas quand on parlait ensemble. Et puis tout d'un coup, il se met à me parler de Reiki. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et en fait, ça a été plein de choses comme ça où je me suis dit, bah attends, c'est pas possible. Alors, j'étais pas forcément dans les concepts spirituels de synchronicité, etc. Mais je comprenais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Je ne mettais pas de mots ou d'étiquettes dessus parce que je n'avais pas encore vu toute cette mode qu'il y avait autour de la loi d'attraction, des synchronicités, etc. Mais je sentais qu'il y avait une validation et qu'on était en train de me pousser dans cette direction. Est-ce que dans ta posture intérieure, parce que du coup, c'était le début pour toi de ce qu'on pourrait appeler développement personnel, ou en tout cas travail intérieur, c'est ça? Est-ce que tu as senti Conscientiser, oui. Je dirais conscientiser parce qu'à cette époque-là, j'ai commencé justement à lire des livres, à regarder des vidéos. Je pense qu'il y a un truc qui a toujours été là naturellement depuis que j'étais petite, qui a été plus ou moins enfoui selon mes expériences de vie. Mais enfin, voilà, il y avait plein de termes, par exemple, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Il y a toute cette mode, tout cet engouement qu'il y a autour maintenant du développement personnel que j'ai découvert vraiment il y a 4 ans et demi. Et j'ai commencé à m'y intéresser, puis j'ai commencé à tomber dans la boulimie du début où tu as envie de regarder 40 000 vidéos, tu as l'impression que tu ouvres une boîte de Pandore magique et voilà, tu as plein d'infos dans tous les sens et tu te dis, oh, mais c'est génial, ma vie va changer, quoi. Ouais, il y a un monde qui s'ouvrait à toi. Ouais. Ce qui est absolument passionnant, je trouve, quand on suit ton processus, on voit que quand tu racontes ton début, c'est comme si tu étais un petit peu soumise à plein d'injonctions extérieures. Tu vois, la maman qui assure son rôle, aller au travail pour amener de l'argent, et que là, petit à petit, on voit que tu reviens vers ce qui se manifeste à l'intérieur de toi, et que comme par hasard, quand tu commences à découvrir qui t'es vraiment, que tu pars de ton épicentre à toi, ben, les gens changent quelque part, se révèlent aussi à certaines facettes qui étaient inconnues. Il y a tout qui semble s'enclencher. Et je trouve aussi ce qui est passionnant, nous, on a à cœur aussi d'insister sur la notion de pourquoi on fait les choses. Et on dit souvent que dans notre société, on ne répond jamais à pourquoi, enfin disons qu'on y répond par des comment. Et on voit bien qu'au début, ben, tu répondais à ça par des comment, c'est-à-dire il faut que je ramène de l'argent, il faut que je fasse ça, donc comment je vais le faire? Et petit à petit, tu reviens sur ton pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, c'est quoi ton véritable épicentre? Et je trouve on voit bien tout le processus là, hein, c'est passionnant. Ouais. Ouais. Et puis à cette époque-là, c'est comme si, tu sais, tu tires le fil d'un pull, d'une maille, et puis tu te dis, ah, mais c'est génial, en fait, tu peux plus t'arrêter, quoi. Tu rentres dans un espèce de processus où tu n'as pas envie de t'arrêter, tu es en train de découvrir des choses qui émergent de l'intérieur et tu as toujours envie d'aller plus loin. Et donc, voilà, l'idée a commencé vraiment à s'installer. Et un jour, j'étais partie en vacances en Martinique avec ma famille. J'avais déposé des congés. Et en fait, quand on dépose des congés dans le métier que je faisais à l'époque, c'est une autre personne qui vient te remplacer sur ta structure. Et il se trouve que la personne qui est venue me remplacer sur ma structure voulait ma place parce que j'avais une super structure, etc. Bref, voilà. Et en fait, elle me fait une grosse crasse pendant que j'étais en vacances et je reçois un mail de 3 km de mon N+1, N+1 à l'époque. Voilà, j'ai compris qu'en gros, ils essayaient de me sortir de ma structure pour me mettre ailleurs. Voilà, un truc pas très beau. Et en fait, je vois ça. Et je me dis, mais en fait, c'est un coup de pied de l'univers qui me dit, mais pars-toi, quoi. Vraiment, c'est comme ça, quoi. Et donc, à ce moment-là, je me souviens précisément de ce moment. Alors, c'était chouette, hein, j'étais en vacances au bord de la mer, le cadre était sympa. Mais en tout cas, à ce moment-là, je me suis dit, je n'y foutrai plus jamais les pieds. Ça a été radical. Je n'y mettrai plus jamais les pieds. Donc, là, tu as acté vraiment quelque chose.
Ouais, alors là, c'était fini. Et ma Sacré mère, qui me fait, non, mais attends, calme-toi, tu vas y retourner, tu vas essayer d'arranger les choses. Et puis, si tu veux partir, tu poses. Non, non, en fait, je n'y remettrai pas les pieds. En plus, je suis assez radicale, donc je n'y remettrai même pas les pieds pour récupérer mes affaires. Je ne veux plus jamais voir cet endroit de ma vie. C'est fini. Là, il y a une cassure nette. Et du coup, je pense, moi, ce que j'ai envie de faire là tout de suite, j'ai envie de faire des bijoux avec des pierres de litho. Et j'ai envie de me mettre aux soins Reiki. J'avais déjà fait, je crois, la première ou la deuxième initiation. Et j'ai envie de me lancer là-dedans, quoi. Et je ne me suis pas posé la question de comment, quoi. Non, en fait, c'est comme ça, j'ai envie. J'ai envie. Et en fait, à ce moment-là, je reçois une confirmation pour un deuxième entretien d'un boulot juste à côté de chez moi. Celui que je convoite depuis 3 ans, avec un poste mieux payé, avec plus de responsabilités et tout, qui me dit grosso modo, il faudrait faire un deuxième entretien pour la forme, mais si je veux le poste, j'ai le poste, quoi. Et donc, en rentrant de vacances, quand tu prends une décision, c'est quasiment systématique que la vie te propose. Tu es sûre de toi? C'est bien exactement. de le faire? Et moi, j'ai une question aussi à te poser, Jenny. Où en était la notion de sécurité à l'intérieur de toi quand tu as traversé cette expérience? Je ne me posais plus la question. Ouais, c'est ça. Tu arriverais à décrire... Il n'y avait pas de peur? Tu te sentais... tu étais prête, quoi. Les peurs, là, au moment où on en est dans l'histoire, j'étais pas encore, c'était pas encore hyper décidé. Ça va se décider un tout petit peu 2-3 semaines après. Mais quand ce sera décidé 2-3 semaines après, il y a un truc qui est plus fort que moi, qui fait que je sais que c'est ça. Et je trouve aussi que dans ce que tu racontes, on voit vraiment un déclic sur la notion de choix. Tu sais, souvent, les gens, ils vont quelque part avoir des non-choix. Moi, j'appelle ça comme ça. Imagine, c'est comme s'il y avait une dynamique à l'intérieur d'eux, mais ils refusent de la sentir. Ils sont plus bien au travail. Du coup, il va y avoir une sorte de non-choix. C'est le patron qui va virer la personne. Donc, la personne va se dire « Oh là là, ce qui m'arrive, c'est horrible », sans voir qu'en fait, il est en train d'acter le choix qu'elle aurait pu faire, de se dire « Je ne suis pas bien, je décide de partir ». Et toi, on voit bien le point de bascule. C'est comme s'il y a un début de non-choix et d'un seul coup, tu reprends la responsabilité de tout et tu te dis « Non, c'est fini, je m'en vais, quoi. » Paf. Et là, je pense qu'il y a un gros déclic que tu as dû actionner aussi à ce moment-là. Ouais, gros déclic. Alors quand même, suite à cette proposition d'entretien, je me dis, je vais quand même y aller, quoi. Et donc, c'était, je crois, 2 semaines plus tard. Et pendant 2 semaines, je me suis dit, ouais, je vais y aller et tout. Mais pendant tout ce processus où je me suis dit, je vais y aller, il y avait une part de moi qui était là. Vas-y, Jen, fais semblant. On sait très bien où tu vas aller. Mais vas-y, fais-toi croire que tu vas y aller, que peut-être... Il y avait vraiment un truc qui savait, quoi. Mais mon mental, ça le rassurait quand même, se dire, écoute, je vais quand même aller à cet entretien, on ne sait jamais. Et puis, le jour de l'entretien, pareil, il y a toujours cette voix à l'intérieur de moi qui fait continue à te mentir, ma petite, c'est pas grave, vas-y, pas de souci. Mais moi, je suis là, ouais, je vais quand même y aller. Je commence à faiblir, mais je vais quand même y aller. Je dépose ma fille chez mes parents pour aller à l'entretien. Et donc, j'arrive face au rond-point. Et en fait, en face, c'est chez moi et à gauche, c'est pour aller à l'entretien. Et je suis en train de conduire et je suis là. En fait, j'ai pas du tout envie d'y aller. Je sais très bien que ça sert à rien que j'y aille. Oui, mais peut-être que... Et en fait, au moment du rond-point, c'est là que je prends ma décision finale. Je rentre chez moi. Je fais semblant d'être allée à l'entretien. Je ne suis jamais allée. Je rentre chez moi et je me dis, OK, là, c'est fini. Je ne ferai plus jamais de... Je vais demander à être radiée de la fonction publique. Alors que normalement, tu peux aussi demander à avoir une mise à disposition. Tu peux garder une sécurité avec la fonction publique. Et là, c'était fini. C'était en divorce. Ce n'est pas un break, c'est un divorce. Et voilà, c'est terminé. Donc, à ce moment-là, je ne l'ai dit à personne. J'ai fait semblant d'être allée dans l'entretien parce que je n'avais pas besoin que les autres projettent toutes leurs inquiétudes là-dessus. C'était mon petit secret pour l'instant, juste pour moi. Mais c'est ce jour-là où j'étais décidée à 100%. Je pense que là, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, tu sais, sur cette notion de plan B. Souvent, tu te gardes inconsciemment un plan B, par exemple l'entretien au travail, ou quelquefois on voit des gens dans leur intimité, ils vont garder une amitié avec des ex, tu sais, comme si tu te gardes un petit plan B au cas où. Et là, on voit encore ton affirmation qui se met en place où tu te dis, boum, comme si tu envoyais le message à la vie, j'assume qui je suis et j'ai plus besoin de plan B, j'y vais, quoi. Ouais. Wow, grosse prise de responsabilité quand même. Quand on voit la bascule entre le moment où tu t'es retrouvée seule avec ta fille et où tu t'es dit, ben allez, maintenant, tu plaçais ta responsabilité à l'extérieur, quoi. Et là, le truc où tu reprends pleinement tout ton pouvoir.
Ouais. Et tu deviens complètement actrice de ta vie, quoi. Ouais, et c'était hyper difficile. Alors, j'ai choisi à ce moment-là, et là, je pense à beaucoup de personnes souvent qui disent les autres me projettent leur peur, quand j'en parle, on me prend pour une folle. Donc, moi, j'ai vraiment choisi au début d'en parler à personne, et après, j'ai choisi les personnes à qui je voulais en parler, si bien qu'il y a des amis qui ont dû découvrir mon truc 4 mois après, parce que en fait, je me suis lancée très vite. J'ai créé By Esprit Naturel. Après cette décision, je pense que j'ai lancé ça 3-4 semaines après, un truc comme ça. Ouais. Donc, ça a été assez rapide. Et bon, j'ai fini par le dire quand même à mes parents parce que je peux pas leur... En plus, je sais pas mentir. Je peux pas leur mentir et je peux pas leur cacher alors que j'habite à 5 minutes de chez eux, ils me voient, quoi. Mais tout de suite, ils se sont inquiétés, en fait. Ils m'ont dit, mais attends, tu dis que tu vas te faire un salaire, comment tu... Et en fait, c'était terrible parce que je ne pouvais pas répondre à cette question. Je pouvais pas leur dire, si, attends, j'ai fait un prévisionnel, j'ai prévu ça. Je n'en savais rien, mais je savais que ça allait être OK. Donc là, à ce moment-là, tu n'avais pas de peur. À ce moment-là, tu sentais que c'était un truc plus fort que toi. Ouais, il y avait une peur un peu, mais tu sais, d'excitation, genre je suis en train de sauter, quoi, sans parachute, je sais pas trop, est-ce que je vais me péter quelque chose, je sais pas. Et en même temps, c'était pas une peur qui me bloquait, tu vois, c'était plus quelque chose d'excitant. Et il y avait quelque chose en moi ça va marcher. Je savais pas comment, mais je me suis dit non, ça va fonctionner en fait. Et là, à ce moment précis, est-ce que pour être certain que les choses avancent, est-ce que tu as la sensation d'avoir mis en place des actions et de t'être tenu à des actions? Comment tu te sentais par rapport à la notion d'action à ce moment-là? Parce que j'imagine que dans une phase de transition, il peut y avoir une retombée ou quelque chose qui fait que finalement, on avait tout un tas de projets, tout un tas d'idées, et elles ne se mettent pas en place, et finalement, on se retrouve dans une situation qui devient plate. Comment tu as fait toi, pour introduire l'action et arriver finalement au résultat? Et si tu peux aller un peu plus loin, donc qu'est-ce que c'est By Esprit Naturel? Qu'est-ce que tu as créé? Et quels Alors, étaient tes premiers pas? ma toute première envie, enfin mon premier projet, c'était de me dire, je vais créer des bijoux, j'avais besoin de créer de mes mains, j'adore ça, et à cette époque-là, j'avais envie vraiment de renouer avec ça. Je vais créer des bijoux autour de la litho, donc on va parler des pierres, etc. Et je vais faire aussi des soins énergétiques, mais quand j'ai lancé By Esprit Naturel, je me sentais pas encore hyper légitime à faire des soins, donc j'ai vraiment commencé qu'avec les bijoux. Bon, je suis très vite arrivée sur les soins, mais j'ai commencé qu'avec les bijoux. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire des bijoux. J'ai fait des bijoux. Je suis allée faire mes petites commandes, j'ai adoré choisir mes pierres, mais ça me faisait vraiment, j'adorais ça. Et tous les jours, jusqu'à 1h du matin, je faisais mes petits bijoux, je créais mes petits modèles, je faisais mes petites photos, je les mettais en ligne et j'adorais ça en fait. J'adorais ça. Et puis, j'y suis allée, comme j'arrivais donc moi, je me suis lancée sur Instagram. Donc, je connaissais personne, je suis arrivée comme un petit cheveu sur la soupe, quoi, vraiment, et j'avais pas de base, j'avais un vieux Instagram privé qui me servait à rien. Et donc, j'arrive avec mon compte et je me dis, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? Et du coup, moi, je suivais des personnes depuis un bout de temps que j'aimais bien sur Instagram, qui étaient un peu dans soit le développement personnel, lifestyle, ça dépendait un petit peu. Je suis allée voir 2-3 personnes, je lui dis, écoute, regarde, je suis en train de faire mes bijoux de litho, j'explique un peu le concept. Si ça te plaît, bah, je t'en envoie, je te propose d'en choisir un, je t'envoie un bracelet, puis après, t'en fais ce que tu veux, quoi. Si t'as envie d'en parler, c'est cool, si t'as pas envie d'en parler, c'est pas grave. Et donc, j'ai envoyé quelques bijoux à quelques personnes comme ça, qui ont parlé, ce qui a fait démarrer mon compte Instagram. Et puis, après, j'ai commencé à faire des soins Reiki à l'époque, que je proposais sur don libre. Et donc, les gens ont commencé à venir me voir, le bouche à oreille. À l'époque, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui de démarrer, je pense aussi sur Instagram. Et en fait, ça a été hyper vite. Et au bout d'un mois, il y a une personne d'Instagram qui s'appelle Eliculeuse, Yasmine, qui a quand même un compte, je crois, avec 400 000 abonnés, qui a fait un soin avec moi, qui l'avait beaucoup touchée. Et du coup, elle en a parlé dans un post. Et là, ça a explosé. Je me suis retrouvée avec un calendrier blindé pendant 3-4 mois. Et en fait, la machine a été lancée comme ça. Et puis, au bout de 4 mois, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, bah, j'ai plus envie de faire des bijoux. Donc, j'ai arrêté de faire des bijoux. Alors que c'est presque ce qui fonctionnait le mieux à cette époque-là. Mais c'était vraiment, c'est l'envie qui dicte, quoi. Mon nouveau patron, c'est mes envies. Donc, tu n'as pas envie de faire de bijoux. Je ne me posais pas la question de je vais perdre de l'argent, comment je vais faire, est-ce que je vais réussir à vivre qu'avec les soins. C'était non, en fait. J'avais retrouvé une espèce de liberté où j'ai décidé de plus rien m'imposer, quoi. Donc, si ça me faisait plus envie, si j'avais plus de joie à le faire, je passais à autre chose. Et ça, pour moi, c'était génial, quoi. Et donc, Par contre, Jenny, je me permets juste une question parce que en découvrant ton parcours, il y a vraiment des notions incroyables que tu traverses, très puissantes.
Et moi, je me demandais si tu as été un petit peu accompagné, si de temps en temps, tu avais des soins, des gens qui t'aidaient, parce que tu as traversé quand même des choses. Si on revient un petit peu en arrière, quand tu as choisi de ne pas raconter à tout le monde, on voit que là, tu sais préserver ton intégrité. Souvent, c'est très, très dur pour arriver à faire ça. Tu fais des choix puissants, tu reviens sur ton intériorité. Il y a vraiment des choses assez incroyables. Donc, je me demandais si tu avais été parfois, si tu avais fait des soins quand tu traversais toute cette période pour toi-même. Mm. Et ben, les soins que je recevais à cette époque-là, c'était mon maître Reiki, en fait, Ok, ok. qui était une belle personne que j'ai rencontrée. Donc, c'est elle qui m'a initiée à tout ça, Mm. initiée aussi à d'autres facettes de la spiritualité qui m'étaient plus ou moins connues, quoi. Et du coup, elle m'a appris énormément de choses. Elle m'a pas forcément accompagnée dans mon processus, mais ce qui est drôle, c'est que ça fait quoi, 4 ans que je me suis lancée, et finalement, ça a été hyper simple quelque part et hyper fluide pendant les 3 premières années. C'est comme si la vie m'avait laissé vachement tranquille pour lancer mon truc, tu sais, où il y avait voilà, tous les dossiers, les vieux dossiers pourris qui ont émergé, c'est plutôt l'année dernière. C'est Ah ouais, venu ok. Tu après, ouais, c'est as venu. été rattrapé après, en fait, Ouais, par… ouais. ok. Là, c'était les 3 premières années, ça a été un long fleuve tranquille où tout était beau. J'étais vraiment dans un monde de bisounours, hein. Tout Mhm. était beau, tout fonctionnait bien. Tu as aussi Et mis de plus en plus de conscience dans ce que tu sais. ouais, Donc, ouais, du coup, la conscience est arrivée, j'imagine, sur ce que tu sais et sur tout ce qui se tramait autour de toi, tout ce que tu avais vécu avant. Enfin, comme si tu ouais, avais trouvé une sécurité intérieure suffisante pour aller traiter. exactement. Et puis, je pense que quand je suis arrivée dans ce milieu-là, j'avais un peu le filtre, tu vois, c'est tout beau, c'est tout magique, il y a des paillettes partout. Le monde de la spiritualité, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et je trouvais ça merveilleux. Et puis après, bon, bah, on découvre aussi l'autre facette de ce milieu-là. Et du coup, bon, mon filtre a perdu un peu de son rose. On va dire qu'il est devenu plus réaliste. Mais au début, ouais, j'étais vraiment au pays des bisounours, quoi. Et en même temps, tu n'étais pas prête dans ce que Mm. j'entends. Tu n'étais pas prête à Ouais, te confronter. Tu avais déjà été ouais, confrontée à trop de choses pour. ouais, ouais. Il y a, Ouais, il y ça a- m'a fait du bien d'avoir cette période Ah bisounours. ouais. Il y a cette notion de flux de la vie, moi, la métaphore un petit peu de. J'ai l'impression qu'avant, tu étais dans un courant et tu essayais de nager à contre-courant. Mm. D'un seul coup, tu as pris le courant dans le bon sens et là, choup, ça y est, ça t'a emmené Ouais, hyper aisément vers ce ouais, qui te faisait vibrer, puis tout s'est fait naturellement sans être dans les peurs. Et c'est comme si, tant qu'on nage à contre-courant, il y a les peurs, tu te prends les mm. colères, les peurs, les angoisses, enfin, toutes les émotions qui peuvent vraiment plomber. Ouais, Et là, on voit que, floup, ça y est, quoi, tu as pris le toboggan ouais, et t'y clairement. allais. Moi, j'aimerais aussi te poser la question de la légitimité. Quand tu as fait ce switch, finalement, tu n'avais pas spécialement de formation, tu avais quelques formations en Reiki, pas forcément en lithothérapie. Comment tu Ouais, as joué avec cette notion de légitimité? Alors, il y a quelques clés dans ce que tu dis. On voit que tu as donné tes colliers, tes créations au début, donc il n'y avait pas ouais. d'engagement de Il y avait prix. du don libre Il y avait aussi, du tu don libre disais, ouais. sur tes soins. Je suis Donc, allée me former en litho, je suis allée me former en Reiki, mais c'est vrai que pour moi, c'était une grande question, la légitimité. Et là où ça s'est ressenti, c'est quand il a fallu mettre des prix, parce que finalement, c'est très confortable pour moi de mettre mon don libre. Je n'avais pas à me positionner, c'était parfait. Et puis, le petit côté sauveuse qui était encore présent à cette époque-là, c'était comme ça, tout le monde peut en bénéficier, je ne ferme la porte à personne. Et du coup, je me retrouvais des fois à faire des soins qui duraient pendant 1 heure et demie avec le compte-rendu pour 5 balles, quoi. Et pour moi, c'était d'un côté confortable parce que voilà, je ne me positionnais pas, et d'un côté, je savais que ce ne serait pas viable sur le long terme. Là, je pouvais faire parce que j'avais énormément de monde, mais finalement, j'allais peut-être m'épuiser. Au bout d'un moment, j'avais vraiment beaucoup de séances tous les jours, donc j'étais en train de me rendre compte fallait falloir que je trouve un équilibre. Et quand il a été question justement de poser des prix, là, la légitimité, elle s'est posée, quoi. Et je me suis dit, mince, c'est dur parce que tu dois mettre une valeur sur quelque chose en plus qui n'est pas matériel quand c'est un soin. Par exemple, pour un bracelet, c'est très facile de se dire le coût de revient, j'en ai eu tant pour les matériaux. C'est très simple, on peut se cacher derrière ça. Là, tout de suite, il faut donner une valeur à quelque chose qui n'est pas palpable, entre guillemets. Donc, là, vraiment, ça m'a titillé. Ouais. du coup, à ce moment-là, tu as touché à des notions comme l'obligation de résultat, la qualité du soin, ce que tu apportes à l'autre, Ouais, rajouter ce genre de choses-là. ouais, ouais. Et Il y puis, a ma la légitimité dans les responsabilisation. soins, c'était… Pardon? Le sujet de la responsabilisation, Ouais, de prendre la ouais. responsabilité quitte à ce que la personne en face dise mais c'est beaucoup trop cher, je ne suis pas satisfait, etc. Et de reprendre sa responsabilité intérieure. Exactement. Et puis le résultat, c'était intéressant parce que bah, quand tu fais un soin
comment on parle de résultats? Bah oui, Tu vois, carrément. c'est hyper délicat. Et moi, à l'époque, je me mettais énormément de pression parce que après un soin, je faisais un compte-rendu de tout ce que j'avais ressenti. Et tout ça, c'était assez nouveau pour moi. Donc, à chaque fois que je devais donner mon compte-rendu, j'avais une pression pas possible en me disant, ça se trouve, je vais dire n'importe quoi. Et Et alors, si la personne en face me dit, bah, ça ne me parle pas du tout, comment je fais? À chaque fois, franchement, je crois que ça m'est jamais arrivé, ou peut-être une fois, mais à chaque fois, ça me remettait cette pression de me dire, j'espère que je ne suis pas en train de dire n'importe quoi, j'espère que la personne, ça va lui parler, j'espère... donc du coup, voilà. on va dire d'une certaine manière qu'à chacun de ces soins, c'était un petit saut dans le vide. Tu t'es dit, bah là, Ouais, je dois me faire confiance, je vais exprimer ouais, quelque chose qui vient 100% de moi, sans référence extérieure, sans aide extérieure. En fait, exactement. je me livre et potentiellement, on va pas m'aimer, on va me rejeter, on va me... Et ça, et tu l'as fait pourtant des tonnes de fois, Ouais, j'imagine. ouais. Et du coup, est-ce Et que c'est ça... marrant parce que ça peut durer sur la longueur et au bout d'un moment, tu peux te dire, bah, tu peux prendre confiance, là, tu as fait 100 séances à chaque fois. Mais non, il y a toujours ce truc. Après, je pense que c'est pas mal de garder quelque part l'humilité de se dire, on peut se planter. Tout à fait. Et Jenny, moi, je suis intéressé sur un autre point. En fait, dans le monde spirituel, on ne parle pas souvent argent, c'est quand même un tabou. Et donc, toi, tu expliques qu'au début, tu fonctionnais sur don et après, tu as tarifé tes soins. Ouais. Et nous, avec Éclosiance, on s'intéresse énormément à tout ce qui est inconscient, inconscient collectif. Mm. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que souvent, dans la gratuité ou dans le don, il y avait des mécanismes profonds qui se mettaient en place de dépendance. Et souvent, quand on passe à un tarif fixe, c'est comme si le patient, le client, peu importe, ça lui donnait aussi l'opportunité de couper la dette parce qu'il paye quelque chose. Et est-ce que toi, tu as vu un changement dans les gens que tu attirais entre le départ, je sais pas, le type de personne que tu attirais quand c'était plus sur don, et Mm. quand tu as changé tes tarifs, est-ce que tu as eu l'impression que peut-être tes soins devenaient plus puissants? Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir des gens de plus en plus autonomes? Est-ce que Mm. tu aurais éventuellement remarqué ça? Oui, et les personnes qui venaient me voir étaient plus engagées. En fait, quand tu Mmh, fais sur ton livre, tu attires des curieux. La mmh, personne ne sait pas forcément ce que c'est un soin Reiki, ça coûte elle va mettre 5 balles et elle va se dire, bon, on verra, quoi. Et du coup, forcément, le fait qu'il y ait un prix, c'est un engagement. Alors après, je ne mettais pas des prix de folie au début, hein, donc il m'a fallu du temps pour réussir à mmh. monter un petit peu le curseur. Mais tu attires des personnes, des fois, qui ne sont pas hyper engagées, qui n'ont pas d'objectifs, qui viennent, qui ont vu de la lumière, c'est pas cher, et puis on y va. Donc, c'est pas, en effet, le fait de mettre un prix, c'est une autre réflexion de la part de la personne, c'est un autre engagement. Ouais, Mais ça a duré longtemps, mon histoire de problème d'argent, jusque l'année dernière. ok. Ok. Ce qui est intéressant, c'est le mot que tu utilises. Je trouve il est chouette, engagement. Mm. Moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup sur les gens. C'est comme si quand ils s'offrent un soin, quand ils se payent un soin tarifé, bah, ils se l'offrent à eux-mêmes en fait. Et, Ouais, souvent, le thérapeute, quand il a un tarif éventuellement qui augmente, c'est comme s'il se légitimait aussi. ouais, Et il s'ouvre dans sa puissance, dans son déploiement maximum. Et c'est vrai que ça, on n'en parle pas souvent hein, quand même non. dans le développement personnel, Assez que compliqué l'argent, ouais. l'argent peut avoir vraiment une fonction très bénéfique et que ça n'est Mm. pas sale. Mm, Exactement. Moi, j'ai dû faire vraiment tout ce travail, tout ce processus de me réconcilier avec l'argent, mm, puisque l'année dernière, j'étais arrivée... L'année dernière, oui, non, c'est pas l'année dernière, c'était fin 2020, je crois. Bon, j'ai un problème avec le temps, mais voilà, à un moment, j'étais vraiment malheureuse de demander un tarif. C'était vraiment, j'en étais arrivée là. Et du coup, j'étais là, mais j'en ai marre que ce soit régi par l'argent. Quand je fais un soin, en fait, j'ai pas envie, ça me gêne dans le processus de devoir dire, bah, ça vous fera tant. Et je veux vivre dans un monde sans argent, ça suffit, quoi. Et je l'ai tellement demandé, je l'ai tellement, ça transpirait de partout, que en fait, du jour au lendemain, presque, j'ai arrêté de recevoir de l'argent. Alors que je ne m'étais jamais retrouvée dans une situation, enfin je veux dire, j'en ai vécu dès le premier mois de By Esprit Naturel et il n'y a jamais eu aucun souci. Et ben au bout de, ça faisait 2 ans et demi, je crois que je m'étais lancée, paf, j'ai coupé le courant, quoi. J'ai demandé, j'ai reçu. Et Et là, je du me coup, suis c'est dit, ce qui là, t'a j'ai permis peut-être de switcher aussi sur, attends, en fait, l'argent, c'est important. Et oui, Il et faut que oui. je trouve une solution, il faut que je trouve du confort, il faut que ce soit confortable pour Ouais, tout le monde. ouais. Bah, c'est à ce moment-là que quand j'ai vu du coup ce que j'avais créé, je me suis dit, oups, j'ai une boulette.
Et donc là, j'avais juste envie de dire non, en fait, je rigole, je veux bien de l'argent. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Donc il a vraiment fallu que je fasse le travail, quoi. Est-ce que tu arrives à décrire un peu ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en œuvre et qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de toi par rapport à cette phase? Mais je me souviens que j'ai pris des longs moments. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui va faire forcément des méditations et tout, mais là, j'avais vraiment pris des moments comme méditatifs où j'allais vraiment essayer de toucher du doigt qu'est-ce que l'argent évoque en moi, à quoi je le relie, quoi. Et donc, je voyais bien que je le reliais à, en fait, on vit dans un monde où l'argent pourrit les gens, ceux qui ont beaucoup d'argent, le pouvoir, c'est eux qui font les pires choses. Puis j'essayais de trouver des gens qui avaient beaucoup d'argent et qui faisaient le bien et je galérais. Enfin voilà, il y avait plein de croyances autour de l'argent. Et en fait, à force d'aller voir à l'intérieur, à force de voir ce que ça faisait, ce que ça générait en moi, j'ai fait tout ce travail de rendre à l'argent sa neutralité et de le voir comme une énergie et de me dire, voilà, si je prends, je sais pas, un marteau, je peux soit casser quelque chose, soit construire quelque chose en fait. Et ça dépend de ce que je vais en faire. Donc, j'ai fait ce processus qui a donné naissance en plus à un programme que j'ai appelé le programme Envol, parce qu'en faisant ce travail, après, ça m'a donné envie de le partager. Et après, c'est reparti. Mais il a fallu vraiment que je fasse ce travail de me réconcilier avec l'argent. Et donc après, j'ai créé un programme. Et pour la première fois de ma vie, j'ai osé mettre un montant que j'aurais jamais mis. Donc, je l'ai quand même fait comme ça. Hein. Mais il fallait que je le fasse. Vraiment, ça a été un challenge pour moi. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Ouais, parce que tu as acté quelque chose en fait à ce moment-là. Ouais. Tu as acté le fait que je peux gagner de l'argent et des sommes importantes pour ce que j'offre. Et une fois qu'on a fait le premier pas, souvent ça y est, quoi, ça bascule dans autre chose. Exactement. Et là, ça te fait travailler aussi la peur du jugement parce que je suis passée de Jenny de By Esprit Naturel qui fait tout gratuit ou tout sur don libre ou tout pas cher à je sors un programme et à l'époque, je l'avais mis à 300 ou 400 euros. Un montant qu'on n'avait jamais vu sur, sur mon site. Donc tout d'un coup, c'était en mode mon Dieu, Et Jen, elle a changé et tout. Malgré tout, les gens sont venus. Ouais. Ouais, tu vois, c'est génial. Hein. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est, je parlais tout à l'heure de la notion d'épicentre. Et nous, souvent, avec nos clients, on a un petit peu du mal à aider les gens à transformer cette notion-là. Tu vois, l'épicentre du tremblement de terre, c'est le départ des ondes sismiques. Et on voit bien, quand tu parlais à un moment donné, tu disais, j'ai plus besoin d'argent, j'en ai marre de faire payer les gens. Et souvent, nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est ça part d'où en fait? Et là, on voit bien que quelque part, ça partait de croyances limitantes, peut-être de certains dogmes, de certaines moralités. Donc, quelque part, le jeu, c'était plus le prolongement de certaines injonctions et que tu as fait tout le chemin de revenir sur un épicentre où c'est vraiment toi en fait. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Ouais. Ouais. La difficulté pour beaucoup de personnes, je trouve, quand il y a cette notion d'énergétique, il y a souvent cette notion de don. Et comme si c'était quelque chose qui ne nous appartenait pas et que du coup, on n'avait pas le droit de recevoir de l'argent pour ce qu'on transmettait puisque ce n'est pas à nous. Et en fait, on en a beaucoup parlé de cette notion de responsabilisation avec Éclosiance, mais il y a vraiment cette notion de se re-rendre responsable de ce qu'on offre aux gens et de faire prendre conscience à la personne en face qu'elle est aussi responsable de ce qu'elle vient chercher. Parce que souvent, quand il y a du don libre, on voit des gens qui sont vraiment en difficulté et qui vont venir, de toute façon, c'est un don, donc la personne, elle n'a pas le droit de me faire payer pour ça, je vais la voir, elle va me sauver. Et puis la personne n'est pas du tout engagée, comme tu disais tout à l'heure. Alors que moi, je l'ai vu dans mes séances de psycho quand j'avais le cabinet. Et quand je montais les prix, je voyais que les gens étaient de plus en plus engagés, en fait, avec la prise de conscience que je n'ai pas une baguette magique et qu'ils vont devoir mettre la main à la pâte aussi, qu'ils vont devoir travailler sur eux, etc. Et là, d'un coup, tu as des résultats qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'il y a quand tu fais juste un soin comme ça offert à quelqu'un. Quoi. Exactement. Ouais. Ce qui est intéressant de voir, c'est que d'un côté, le patient, le client s'engage, mais le thérapeute s'engage et prend la responsabilité de ce qu'il fait. Aussi, ouais. Et c'est vrai qu'on peut entendre beaucoup de thérapeutes dire moi, ça me traverse, c'est quelque chose qui me traverse, ça passe à travers moi, mais moi, je suis responsable de rien. Et donc, il y a une déresponsabilisation claire. Et en fait, quand tu es capable de vendre et de vendre ce que tu fais, tu te re-responsabilises et tu te réattribues ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est flippant parce que du coup, tu es responsable de ce que tu fais. Tu ne peux plus te reposer sur quelque chose d'extérieur. Et oui. Voilà. Et donc, ça marche effectivement des deux côtés. Oui, ça a été un gros problème pour moi, cette histoire de responsabilité, parce que au bout d'un moment, à force de faire des soins énergétiques, etc., avec le fameux compte-rendu derrière,
je me suis rendu compte que la plupart des gens venaient me voir uniquement pour le compte-rendu derrière et que je leur dise des choses magiques sur eux, qu'ils apprennent des choses, alors que je suis pas du tout, je suis pas une voyante, donc voilà, j'étais pas du tout en train de faire des prédictions ou quoi que ce soit, mais simplement les ressentis et les infos qui me venaient quand je faisais les soins. Et en fait, je me rendais compte que c'est juste ça, souvent, qui attire les gens, c'est qu'on leur raconte des choses sur eux, en fait, et qu'on leur dise à quel point soit ils sont spéciaux, soit qu'on leur donne des trucs, des baguettes magiques. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai choisi d'arrêter de faire des comptes rendus et je leur ai dit, on fait uniquement les soins et j'avais préparé un audio pour qu'eux-mêmes puissent recevoir ce qu'ils avaient besoin de recevoir, mais je ne voulais plus le faire pour eux, en fait. Mm. Ouais, donc tu Ce rendais aussi côté 36-15, Madame Irma, j'en pouvais plus au bout d'un moment. ouais, tu leur as rendu aussi leur propre Ouais, responsabilité. ouais, Ouais. ouais. Alors, ça fonctionne moins bien. Ah Quand bah, j'ai changé les soins et que j'ai arrêté de faire ça, là, j'ai quand même vu que ça fonctionne moins bien, quoi. Et puis, à côté de ça, je sais pas, tu vois, des trucs de voyance, de guidance, ça cartonne et ça cartonnera encore longtemps, je pense. Mais je pense que c'est bien de se... Enfin, moi, en tout cas, j'étais contente de me positionner et de ne pas le faire avec mon mental en me disant je vais avoir moins de monde, etc. Mais parce que je trouvais ça juste, quoi. c'est Mm. intéressant parce qu'on en revient à ce que tu disais au tout début quand Florent te disait bah, tu avais placé un peu ta responsabilité, tu avais projeté la responsabilité à l'extérieur par rapport à la fonction publique, etc. C'est énorme, c'est vraiment rassurant en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent encore comme ça parce que c'est tellement anxiogène de devoir aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Enfin, comme tu disais, là, tu as conscientisé il y a quelques temps pas mal de choses et au début c'était facile, c'était fluide. Ben, effectivement, ça fait super peur hein, d'aller reprendre sa responsabilité, d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de Mm. soi. Et pas que Oui, quelqu'un te dise voilà comment tu fonctionnes, ne t'embête pas à aller regarder à l'intérieur, c'est moi qui vais te dire comment c'est dedans. Comme ça, toi, tu restes safe, tu y vas pas. exactement. Exactement. Et puis, j'ai remarqué au fil des années qu'il y a quelque chose qui est quand même un peu dangereux dans ce milieu de la spiritualité, du développement personnel, c'est qu'on a tendance, surtout dans la spiritualité, à mettre des couches de paillettes sur nos traumas, sur nos blessures, Mm. sur notre caca, clairement. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai fait un peu, c'est que j'ai mis des couches de paillettes en mode tout se règle dans le subtil et je n'ai rien besoin de faire. Et puis, à un moment, la vie te rattrape, hein. Et puis, te dit, bah tiens, on va rouvrir quelques tiroirs pour aller voir ce qui se passe là-dedans. Et en fait, là, tu te rends compte qu'il y a un moment où Pas tu de es obligé paillettes. d'aller voir en dessous des paillettes, ça sent pas très bon. Et qu'à un moment, tu es obligé d'aller voir ce qui se passe et de t'y confronter. Et aussi, tout ne se règle pas toujours dans le subtil et que des fois, tu as besoin de mettre en place des actions ou d'aller te confronter aux choses pour travailler dessus, quoi. Ouais, Et dans ça, la matière, quoi. ouais, On c'est est, on un est bel des êtres de enseignement. matière, on est bien obligé aussi d'aller Ouais. quoi. Souvent, Luc, tu parlais tout à l'heure là pour finir peut-être sur cet aspect-là, sur la tarification des soins, où tu expliquais la notion de responsabilité, en fait, qui est importante, le thérapeute qui reprend sa responsabilité, qui ne se cache pas derrière, c'est l'univers qui fait à travers moi, donc la personne, le thérapeute reprend sa responsabilité. Et je trouve qu'il y a une autre notion qui est parfois un petit peu difficile à saisir pour les gens, c'est la notion de valeur ajoutée. Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours, quand dans mes soins d'ostéopathie holistique, j'ai monté mes tarifs jusqu'à devenir peut-être un peu parmi les plus chers de France. On peut imaginer que ce n'est pas parce qu'on monte le prix qu'on va attirer des gens, hein. Ça peut même être compliqué. Les gens peuvent dire bah, c'est hyper cher, je ne veux pas y aller. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, les gens vont suivre, vont quelque part valider le tarif, c'est quand on arrive à se valider soi-même, en fait. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est la notion de valeur ajoutée, c'est-à-dire d'intégrer que je ne faisais pas qu'une heure de soins avec les gens, mais je faisais une heure plus 25 ans d'expérience, d'expérimentation, de tests sur moi-même, et que tout ça, quelque part, c'était un bagage énorme d'expérience que je transmettais en plus du soin classique dans l'heure d'accompagnement avec les gens. Et cette notion de plus-value, en fait, elle est énorme. Moi, le jour où j'ai réalisé, tiens, pour 100 et quelques euros, en fait, la personne va recevoir une somme d'expérience colossale. Et moi, quand dans cette vision-là, je me mettais à la place du patient ou du client, je me disais, mais oui, je paye tout de suite, ça me fait gagner des années. Il y a une expérimentation de la personne qui fait gagner des années. Et la notion, je trouve, de valeur ajoutée, elle est vraiment intéressante aussi pour se légitimer. On parlait de légitimité tout à l'heure. Ça permet de se légitimer aussi en tant qu'accompagnant ou que thérapeute.
Et c'est vachement plus simple quand tu es allé, comme disait Jenny, ouvrir tes propres tiroirs et aller regarder ce qu'il y a dedans et que tu t'es décidé à vraiment aller, aller le régler, quoi, aller ranger ce tiroir. Et puis, du coup, c'est beaucoup plus simple quand tu en parles à quelqu'un parce que ça vibre le vécu, quoi. Et je trouve que c'est très intéressant ce que tu viens de dire, dans le sens où quand on fait de la lecture, comme tu pouvais le faire éventuellement, Jenny, en donnant un compte-rendu, c'est très différent de quand tu vas donner de l'expérience et du vécu. En fait, on est beaucoup plus proche, plutôt que d'un compte-rendu, de parler d'expérience et de vécu et d'amener la personne à son vécu intérieur et à la confronter à travers notre propre expérience. Là, on sent qu'on met du mouvement. En fait, même si on n'est pas forcément dans l'action tangible et concrète, on est quand même dans une forme d'action parce qu'on est en train de mettre en mouvement des couches chez l'individu. Et en fait, on le fait travailler avec nous à travers notre expérience. Et effectivement, la dynamique du soin est totalement différente. Et est-ce que tu pourrais un peu conclure sur ta dynamique de vie, où tu en es maintenant et dans quel état d'esprit tu te trouves par rapport notamment au changement de vie? Si tu peux faire une sorte de rétro-feedback et une sorte de futurisation de tout ça. Alors une chose est sûre, c'est que je ne reviendrai jamais en arrière. Cette transition de vie, ça a été la plus belle chose que je pouvais m'offrir en fait dans ma vie. Comme tu disais Justine tout à l'heure, le simple fait d'arrêter de nager à contre-courant, ça change tout. Et tout mon quotidien a changé. J'ai pris plein de décisions même par rapport à ma vie, mon lieu de vie, ma fille, etc. Et je ne reviendrai jamais en arrière. Pour moi, c'est très important cette liberté de suivre ses envies. Alors, je suis toujours en train d'ajuster. Il y a toujours... excusez-moi, il y a ma lapine qui est en train de faire la foire derrière. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je suis toujours en train d'ajuster. Évidemment, comme tout le monde, je traverse des choses. L'année dernière, j'étais vraiment dans une énergie d'introspection. Donc, par rapport à mon activité, ce n'était pas du tout une année où j'allais faire des projets, où j'allais lancer 40 000 choses. Et c'est OK, en fait, de l'accepter, qu'il y a des cycles, qu'il y a des périodes, etc. Cette année, je sens que c'est une année, au contraire, où je vais mettre en place plein de choses, où je suis dans la créativité. Et en fait, j'essaye de suivre comme ça, d'équilibrer. Des fois, je suis trop dans une énergie trop féminine, ce qui est souvent mon cas. Donc cette année, j'essaye d'être un peu plus yang et de changer un peu ma posture. Et finalement, c'est que des expérimentations, regarder à l'intérieur, tester des choses. C'est une superbe aventure. Il y a toujours des fois des peurs, des doutes, mais je trouve ça hyper intéressant. Et ce qui a changé dans ma vie par rapport à la peur, justement, parce que je sais que c'est ce qui bloque la plupart des gens pour se lancer, c'est qu'avant, la peur m'empêchait de faire, en fait. Il y a quelque chose qui était de l'ordre de... Ça tétanise, quoi. On n'arrive pas à se lancer. Et aujourd'hui, quand j'ai peur, je suis contente quelque part parce que je me dis, ah tiens, la peur vient me dire quelque chose, elle vient me pointer du doigt quelque chose. Je peux être un nouveau challenge. Bon, ça pique, hein, ça fait mal, c'est pas agréable, mais j'essaie de le prendre vraiment comme un jeu, un nouveau challenge. J'aime bien dire, je jouais beaucoup aux Sims quand j'étais plus jeune, mais tu sais, comme un niveau que tu débloques, où tu vas prendre une nouvelle compétence. J'ai peur de parler en public. J'accepte. On m'a proposé de faire un livre il y a quelques années, ça me faisait flipper. J'accepte. Donc, c'est vraiment des challenges de vie et le prendre comme un jeu, essayer de dédramatiser, même s'il y a des sujets qui font vraiment peur, comme la peur du manque et tout, mais essayer vraiment de le prendre comme un jeu et comme quelque chose de challengeant, quoi. Et ça change tout, je trouve. Donc en fait, le changement de vie, c'est pas une fois dans ma vie, je change de vie. C'est je change une première fois de vie, mais après, je change perpétuellement de vie tout le temps. Je fais ce petit saut. Oui, il y a une espèce d'impermanence et finalement, tout est amené à bouger. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai créé By Esprit Naturel. Ça se trouve, demain, j'aurais envie de partir sur autre chose et c'est OK, en fait. C'est des expériences de vie, quoi. C'est d'apprendre à marcher, en fait, véritablement marcher. Ce que je trouve intéressant là dans ce que tu dis et qui peut aider, je pense, beaucoup de gens, c'est vraiment la mise en action, en fait. C'est tout le temps de la mise en action au lieu de se dire « Non, mais là, j'ai déjà mis en place un changement, je vais me reposer, j'attends. » Mais en fait, le but du changement, c'est de se mettre en action en permanence parce que s'il n'y a pas d'action, en fait, il n'y a plus de vie. Exactement. Et là, tu as souvent sur un livre, sur tout un tas de choses en disant « Ok, ça me fait peur, mais go, je mets de l'action. » Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui consomment énormément de choses dans le développement personnel, spirituel, qui consomment, qui intègrent d'une certaine part, mais derrière, il n'y a pas d'action. Et donc, elles sont là, mais c'est quoi le secret? Mais en fait, le secret, des fois, c'est juste de prendre un peu de courage et de se dire, OK, j'y vais, quoi. Ça fait flipper, mais c'est pas grave, j'y vais. Et après, qu'est-ce qu'on est heureux en plus d'avoir franchi le pas. Et puis souvent, on se dit, c'était pas si dur. Ou alors, on se ramasse la tronche, mais en fait, on a appris tellement de choses que ça valait le coup de se ramasser la tronche. Et puis la prochaine fois, on va réussir. Enfin, un peu comme un enfant. Enfin, je veux dire, quand il apprend à marcher, il se ramasse combien de fois avant d'y arriver? Et finalement, l'expérience, elle est géniale et c'est comme ça qu'il finit par y arriver. Donc,
on peut lire toutes les choses, faire tous les soins. Si à un moment, on ne prend pas un peu de courage pour dire « Ok, là, je saute », il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose et en plus de ça, c'est hyper anxiogène parce que tu sens le fossé entre tout ce que tu as lu, tout ce que tu as ingurgité et tout ce que les autres ont réussi à faire et tu te vois, toi, comme 3 fois rien à te dire « mais je suis incapable, j'y arrive pas, etc. » Alors qu'il suffit des fois juste un pas, une première étape. Exactement. Souvent, c'est le premier qui est le plus dur. Ouais. Et ce qui est très riche aussi, c'est dans les gens qu'on accompagne, souvent, tu sais, ils ont un peu des idéaux, comme s'ils voulaient lisser leur vie. Quelque chose où tu n'aurais plus de peur, tu serais vraiment un peu comme un aquarium dans une équanimité. Et en fait, nous, on a toujours à cœur de montrer aux gens que tu ne pourras jamais enlever les cycles. Tu vois, tu parlais des cycles tout à l'heure, mais ce qui va changer, c'est le regard que tu portes sur des cycles. Et toi, on entend vraiment que, par exemple, la peur, tu as changé complètement ton regard puisque tu t'en sers d'indicateur. Et quasiment comme une direction. Tiens, j'ai peur, c'est là qu'il faut aller. Là où les gens, ça va les scléroser et ils essaient de faire disparaître la peur alors que ce n'est pas possible. Exactement. Et on voit bien que toi, tu as changé ton regard sur le monde et sur la vie, en fait. Ouais, Mais souvent, les cycles, ils restent présents, quoi. Ça, on ne peut pas les enlever. Et puis, je dis souvent aux gens, si tu attends de ne plus avoir peur, tu ne fais jamais rien, en fait. Si tu attends de ne plus avoir rien du tout, c'est pas possible. Ça se trouve, on va tous mourir avec nos peurs, avec des croyances qu'on n'aura pas eu le temps de gérer, etc. Donc, il ne faut pas attendre cette espèce de perfection qui n'arrivera probablement jamais pour se lancer, parce qu'on passe à côté de notre vie, en fait. Et en plus, c'est en expérimentant qu'on peut transmettre certaines choses. Donc, ça se trouve, tu as peur de parler devant les gens. Le jour où tu vas le faire, tu vas être comme ça. Puis une fois que tu l'auras fait, ça y est, ce sera parti. Mais si tu n'es pas passé à l'action, tu n'auras jamais pu travailler dessus. Ouais. Parce que là, on voit en plus dans ton parcours, et ça, souvent, on en parle aussi, tu t'es dit, je vais faire de la naturo. Et en fait, c'est parce que tu as mis en action quelque chose et que tu es allé vers la naturo que tu as vu qu'en fait, c'était vers la litho que tu voulais aller. Ouais. Mais si tu avais enclenché la naturo, tu n'aurais pas vu la litho et puis ce ne serait pas passé tout ce qui s'est passé après. Et du coup, cette mise en mouvement, ce premier pas, même si ça ne t'amène pas là où tu pensais aller, ça te met en mouvement et ça t'amène là où tu as vraiment besoin d'aller en réalité. Exactement. Le chemin se dessine quand tu commences à marcher, en fait. Si tu restes sur place et que tu es là à essayer de voir, ça ne marche pas, il faut avancer. Et là, il y a des choses qui se dessinent. Ouais, carrément, c'est chouette. C'est une belle conclusion. Génial, ouais, super. Mais c'était vraiment intéressant, super. Ton parcours est passionnant. Merci, c'est chouette. Je pense que ça peut inspirer du monde. Parce que souvent, il y a aussi ce discours de ouais, mais c'est plus facile pour toi, ou ouais, mais toi, tu as de la chance, etc. Et en fait, on voit bien que dans ton histoire, non, tu t'es retrouvée seule avec ta fille, tu as dû quitter la fonction publique, non, c'était pas plus facile en fait. Mais tu l'as fait quand même. Ouais, clairement. Ah, c'est chouette de parler de ça, ça me donnerait presque envie de tout recommencer encore. De revenir quelques années en arrière et de le revivre. Ouais. Mais tu peux encore le faire. Ton parcours, il balaye plein de notions intéressantes, quoi, sur la légitimité, sur l'argent, sur la responsabilité. Donc, c'est vraiment intéressant. Bon, top. Merci beaucoup, Jenny. Super. Merci à vous, c'était super. Merci infiniment, c'était vraiment riche. Merci beaucoup. Tu avais tellement de points intéressants c'était chouette. À aborder. C'est cool. Super. Merci. Encore 1000 merci. Et puis, prends soin de toi. Et puis, on se recroisera peut-être. Ouais, ça va. À la prochaine. Salut. À plus. Ciao, merci. Bisous. Ciao.